La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons bientôt commencer notre session. Nous attendons encore 2, 3 minutes afin que d'autres personnes nous rejoignent. Merci. Rebonjour à tous. Je suis Mademoiselle Okwe, assistante marketing à Microsoft Consulting. Nous sommes heureux de l'intérêt que vous portez à notre séminaire en ligne sur la transformation digitale. Avant de commencer, j'aimerais m'assurer que vous m'entendez bien. Donc, si c'est le cas, prière écrire oui dans la boîte aux questions juste à droite. Je répète, si vous m'avez entendu ou si vous m'entendez bien, écrivez oui dans la boîte aux questions juste à droite. C'est écrit question. Vous écrivez juste oui pour que nous puissions continuer, nous assurer que vous nous entendez bien. Alors, nous allons donner quelques consignes pratiques. Vous remarquerez que vos micros ont tous été éteints. Seul celui du formateur sera ouvert. Si vous avez donc des questions tout au long de la présentation, nous vous prions de bien vouloir les noter dans la boîte aux questions. Le présentateur se fera une joie d'y répondre après sa présentation. Passons à la présentation de MSC. Pour ceux qui connaissent déjà MSC, souffrez que je nous présente une fois de plus. MSC est un cabinet de conseil international spécialisé en inclusion financière, économique et sociale. Les activités de MSC tournent autour de 3 axes principaux: la recherche et l'étude, l'assistance technique ou conseil, la formation à travers son institut de formation ELIX. Nous intervenons dans différents secteurs que vous pouvez voir s'afficher à l'écran. Nous comptons parmi nos clients des gouvernements, des banques, des ONG, des opérateurs de téléphonie mobile. Concernant l'Institut ELIX de formation, sachez qu'avec plus de 800 participants formés,
l'Institut ELIX livre des formations axées sur la finance digitale. Vous pouvez voir les thématiques que nous abordons: se lancer dans la finance digitale, croissance d'un réseau d'agents, crédit digital, gestion des risques. L'Institut livre des formations en 3 formats disponibles. D'abord, nous avons la formation publique de 3 à 5 jours sur Dakar, Abidjan et Lomé. Nous avons également des formations privées sur demande de l'institution. Et nous avons enfin une formation en ligne, une formation certifiante, la formation Réussir sa transformation digitale. Alors, compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons en ce moment et du fait du coronavirus, nous avons adapté toutes nos formations en présentiel. Elles peuvent désormais être dispensées en ligne via Zoom. Avant de donner la parole au présentateur du jour, mon collègue Rocky Abdul-Meliginta, consultant analyste originaire de la RDC, je tiens à préciser que nous serons accompagnés d'autres collègues qui se présenteront ou interviendront au moment venu. Rocky, tu as la parole. Merci beaucoup, Kate. En fait, moi, c'est Rocky Abdul-Melingita. Je suis consultant analyste à Microsoft Consulting Dakar. De mon expérience, j'interviens dans les institutions financières et organisations d'inclusion financière. Et j'ai donc une expertise en crédit, audit et contrôle, conseil et formation en gestion des risques en finance digitale et transformation digitale des institutions. Alors, s'il y a un sujet difficile à appréhender, c'est bien celui de la transformation digitale. On a tendance à croire qu'il suffit de mettre en place un site Internet au design irréprochable ou d'envoyer des mails à ses clients ou des messages pour affirmer qu'on a pris le virage du digital. Mais cela n'est qu'une minuscule partie du sommet de l'iceberg. Et donc, en participant à ces webinaires, à la fin, vous serez en mesure de comprendre les fondamentaux et connaître les enjeux et défis de la transformation digitale. Le présent webinaire se déroulera en 6 points. Nous allons commencer par définir la transformation digitale, le pourquoi de la transformation digitale, donner les différents bénéfices de la transformation digitale, les accès et exemples de la transformation digitale. Nous allons discuter des enjeux et défis de la transformation digitale et enfin, une séance questions-réponses. Alors, sans plus tarder, voyons la définition de la transformation digitale. La transformation digitale donc désigne ce processus qui consiste pour une organisation à intégrer pleinement les technologies digitales dans l'ensemble de ses activités. Et certains donc parlent aussi de la transformation numérique. En somme, la transformation digitale ne concerne pas seulement les secteurs financiers, mais bien d'autres secteurs comme l'enseignement, les administrations publiques et l'agriculture et d'autres secteurs. Beaucoup se posent la question de savoir si la transformation est juste un processus, mais pourquoi est-elle si importante? Nous allons donc voir dans les slides qui suivent les raisons ou la justification de l'importance de la transformation digitale. Ici, nous avons énuméré certaines raisons qui expliquent l'importance de la transformation digitale. Et comme première raison, c'est que beaucoup de personnes sont encore exclues du système financier.
Donc, l'accès aux services financiers reste un problème. Signalons tout d'abord que, hormis l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et certains coins isolés du globe, le taux d'inclusion financière est encore faible. Et donc, l'inclusion financière est définie comme ce processus ou cette démarche qui vise à ce que les individus aient accès et utilisent les services financiers de qualité et qui ont l'impact. Mais de manière beaucoup plus simple, on définit l'inclusion financière comme cette démarche à ce que les individus aient juste accès et utilisent les systèmes financiers. Alors, comme on peut bien le voir, en Afrique subsaharienne, par exemple, l'inclusion financière est tirée par le mobile money, qui s'est très développé ces dernières années. Et depuis 2014, l'argent mobile s'est répandu de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. Mais le taux d'inclusion financière reste très faible, à savoir 24%. Le deuxième justificatif est la croissance du nombre d'utilisateurs de smartphones et d'Internet. Alors, bien que l'inclusion financière soit faible, mais l'inclusion digitale en Afrique et dans beaucoup de points est en pleine expansion. Alors, l'inclusion digitale est ce processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu, principalement la téléphonie ou l'Internet. Alors, selon les dernières statistiques disponibles en début de l'année 2019, nous remarquons une croissance de 10% d'internautes, une croissance de 21% annuelle d'utilisateurs des réseaux sociaux, une pénétration de 22% du commerce électronique, soit 1,66 milliard d'utilisateurs. Et enfin, une croissance de 5% d'utilisateurs de téléphonie mobile. La troisième raison est que tout le monde parle du digital. Même les clients eux-mêmes veulent du digital. Alors, l'inclusion financière digitale est l'un des objectifs de plusieurs États et structures internationales. Certains gouvernements, certaines banques centrales encouragent la digitalisation de tous les fournisseurs de services financiers. C'est ainsi que de grandes institutions internationales comme la Banque mondiale, le FMI, le groupe des 20 s'engagent à favoriser l'inclusion financière. Même les banques ont vu du digital dans leur champ de bataille. C'est comme ça que la plupart des banques se tournent de manière agressive dans une course vers l'acquisition des applications. Et pour elles, le digital est l'outil pour se maintenir sur le marché. Et en plus, il y a de nouveaux acteurs sur le marché financier. Parmi ces acteurs, nous pouvons parler des fintech, qui sont des startups innovantes et qui offrent les mêmes services ou des services similaires aux services donnés par les institutions financières classiques. Et actuellement, les fintech sont des acteurs importants dans l'écosystème de la finance. Et on estime actuellement à plus de 12 000 le nombre de fintech dans le monde. Enfin, comme réseau, beaucoup de sujets liés à la transformation digitale font la une de ces derniers jours. Vous pouvez vous rappeler, bien sûr, par exemple, du big data. Il y a quelques mois, on parlait tous, et qui n'a pas entendu parler du Bitcoin ou de la Libra. Le big data, comme actuellement, on est face à l'énorme quantité de données qui sont en circulation, il est devenu donc nécessaire de développer de nouvelles méthodes pour les gérer et les analyser. Voilà le rôle du big data. Et la Libra, nous tous, on a entendu parler de cette monnaie ou de ces projets
de monnaie virtuelle initié par Facebook. Et à l'origine, avec un consortium de 28 grandes entreprises et ONG, dont Visa et Mastercard. Et le Bitcoin, tout le monde a entendu parler du Bitcoin, qui est cette crypto-monnaie émise par des banques et utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. Parlons maintenant des bénéfices de la transformation digitale. La transformation digitale a plusieurs bénéfices du côté des clients comme du côté des institutions. Et donc, avec la transformation digitale, il y a création de la valeur ajoutée pour les clients. La gamme de produits est élargie parce que les institutions trouvent dans la transformation digitale une opportunité d'innover et ainsi elles viennent avec des produits nouveaux sur le marché. Aussi, les produits et services sont améliorés parce que souvent dans le processus de transformation digitale, beaucoup d'institutions révisitent encore leurs produits et services pour les rendre plus pertinents et plus efficaces. Et pour les clients encore, le coût des transactions sont réduits. Parce que désormais, même quand on est assis dans son canapé, on peut faire des transactions. Avant, il fallait se rendre dans des agences pour faire de longues files d'attente. Mais actuellement, les services sont jusqu'à la maison. Le processus est devenu très allégé. Et c'est ainsi que, par exemple, pour certaines institutions, pour ouvrir un compte, on peut même les commencer soi-même depuis la maison et on fait entrer des données qui sont essentielles et juste quand on arrive à l'agence ou à la banque, on vérifie juste l'identité du client et on valide la création du compte. Parlons maintenant de bénéfices du côté des institutions. Comme je l'ai évoqué, il y a cette opportunité d'innover parce qu'avec la technologie, il y a de nouveaux produits qui sont venus sur les marchés, comme par exemple les crédits digitaux. Ce sont des produits venus avec l'innovation de la transformation digitale. Mais aussi, il y a des coûts d'exploitation qui sont réduits. Comme nous allons les voir dans les slides qui suivent, on va voir que la transformation digitale a baissé beaucoup de coûts dans les institutions financières. Et enfin, on peut parler de notre élément, la fidélisation accrue. Il s'est remarqué qu'avec la transformation digitale, actuellement, les gens utilisent beaucoup plus leur compte, ce qui n'était pas le cas quand les gens devraient se rendre dans les agences. Parlons maintenant des bénéfices, de manière beaucoup plus chiffrée. Avec une étude faite par McKinsey, on s'est rendu compte qu'avec la transformation digitale, le coût annuel maximum pour servir un client est passé de 135 $ annuels jusqu'à 20 $ avec le digital, soit une baisse de 85% du coût. Ça, c'est bien pour les institutions financières. Du côté de la croissance des clients, on a remarqué pendant une période de 2 ans une croissance de 222% du nombre de clients. Et s'il faut parler des économies de coûts, avec la transformation digitale, le ratio coût-revenu dans des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis, où d'habitude, il se situe entre 40 et 50%, le différentiel est descendu jusqu'à 18%. Et avec la transformation digitale, nous avons aussi de nouvelles sources de revenus. En prenant l'exemple de l'Afrique et le Moyen-Orient, il y a de nouveaux dépôts et il y a de nouveaux crédits.
Parlons maintenant de ces bénéfices de manière plus globale. Avec la transformation digitale, il y a des projections qui ont été réalisées dans les 5 ans à venir jusqu'en 2025. Et on s'est rendu compte qu'à l'allure où vont les choses, et avec la transformation digitale, il y aura création à la fin de 2025 de 95 millions de nouveaux emplois. Il y aura croissance du PIB de 6%. Et là, on parle du PIB mondial de 3,7 billions de dollars. Il y aura un portefeuille crédit de 2,1 billions de dollars. Il y aura aussi une croissance de dépôt de 4,2 billions. Et il y aura une réduction annuelle de fuite de recettes gouvernementales à l'ordre de 110 milliards de dollars. Et enfin, une participation à l'inclusion financière à hauteur de 1,6 milliard de nouveaux inclus. Comme on connaît déjà, c'est quoi la transformation digitale? On sait les raisons, l'importance de la transformation digitale. On connaît les bénéfices de la transformation digitale. Parlons maintenant des axes de la transformation digitale. La transformation digitale concerne 3 principaux axes. Ces axes sont le produit, les processus opérationnels et les canaux de distribution. Et donc, la transformation peut consister soit à la digitalisation de produits, des processus ou des canaux, ou soit 2 éléments pris ensemble 2 à 2, ou soit les 3 éléments au même moment. Et pour les institutions financières, la transformation digitale aboutit à l'offre des services financiers digitaux. Alors, c'est quoi les services financiers digitaux? Et donc, c'est l'ensemble de produits et services financiers formels, classiques, offerts depuis bien avant par les institutions financières, mais cette fois-ci offerts aux clients en recourant à des canaux digitaux et valorisant ainsi des processus axés sur la technologie. Voyons maintenant en détail en quoi consiste chacun de ces 3 axes. La digitalisation des produits peut soit consister à l'amélioration des produits existants ou la création de nouveaux produits. Et donc, le choix doit se faire de manière efficiente et selon les besoins des clients. Ainsi donc, la gamme des produits peut varier selon les besoins d'une institution à une autre et des clients d'une zone à une autre. Par exemple, pour emprunter, avec la digitalisation des produits, il y a eu la création ou le crédit digital, qui s'avère être comme un crédit qui est beaucoup plus rapide que le crédit traditionnel. Il y a beaucoup d'autres exemples de la digitalisation des produits avec beaucoup de comptes épargne qui sont venus avec la digitalisation des produits. La digitalisation des processus. Alors, si vous voulez compter sur des équipes plus efficaces, le secret tient en 3 mots. Digitalisation des processus. C'est la clé pour optimiser le fonctionnement de l'entreprise tout en adoptant une gestion plus agile permettant aux collaborateurs d'être bien organisés. Et donc, la digitalisation des processus passe par la modélisation de vos processus métiers
visant à représenter l'ensemble des tâches, des étapes et de ressources qui les composent pour leur donner vie. À l'exemple du crédit, avant pour avoir le crédit, il fallait aller à l'agence, compléter la demande de crédit et commencer tout le processus qu'il y a derrière où l'agent de crédit va visiter le business du client, il va visiter les domiciles du client et puis après, il va faire l'analyse de la capacité de remboursement du client. Mais actuellement, certaines banques et institutions utilisent le système Argos, par exemple, qui est un système de gestion de flux de travail et de risque de crédit. Et donc, juste, le client est notifié et beaucoup d'opérations, beaucoup d'activités sont automatisées. Et donc, l'automatisation permet aux équipes de s'affranchir des tâches récurrentes à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. C'est comme ça que, par exemple, pour imprimer niveau d'analyse, juste quand on fait entrer les différentes données du client, déjà, le système peut donner la catégorisation des clients. Il peut même arriver à déterminer si le client sera solvable ou pas et même proposer le montant de crédit. Ce qui fait gagner en termes d'efficacité. Alors, pour y arriver, on doit commencer par définir précisément quelles sont les étapes qui peuvent être automatisées. Et sachez que tous les processus, que ce soit ceux du front office comme ceux du back office, peut être digitalisé. La digitalisation des canaux. Alors, avec l'avènement du digital dès la fin du XXe siècle, cela a poussé les entreprises à développer leur modèle de vente. C'est pourquoi il est devenu courant pour le consommateur, ou l'utilisateur, ou les clients d'effectuer des achats sur des canaux de distribution différents. Alors, au fil du temps, par exemple, en ce qui concerne les secteurs financiers, les canaux de distribution sont passés du service au guichet au service bancaire mobile, passant par les distributeurs automatiques de billets. Alors, renforçons ces connaissances avec deux exemples de transformation digitale au Kenya et au Bénin. Alors, Microsoft Consulting a assisté ces deux banques dans leur processus de transformation digitale. Je prends le premier exemple, qui est celui d'Equity Bank au Kenya. Alors, en 2015, avec Microsoft Consulting, Equity a développé une ingénierie de distribution appelée le Easy Breaking. Cette stratégie comprenait des innovations, dont une application bancaire, le EasyApp, une plateforme de paiement interopérable, EasyPay, un produit de prêt sur mobile, EasyLoan, une solution pour aider les groupes de tontines, des clubs de EasyChama et des fonctionnalités bancaires regroupées en tant qu'API. Et ainsi donc, ils ont développé un réseau de distribution constitué des agences, des distributeurs automatiques de billets, un réseau d'agents et l'application mobile. Et quelque chose de surprenant, en une année, entre 2015 et 2016, ils ont connu une croissance de dépôt de 11%. Le nombre de clients est passé de 10 millions à 11,1 millions, soit une croissance de 1 million de clients en un an. Il y a eu une croissance des transactions hors agence de 200 millions à 335 millions, contribuant ainsi à l'augmentation des revenus. Et les prêts, 6,3 millions, dont 5,3 versés
par EasyLoan. Leur ratio coût-revenu est réduit de 48% à 45%, soit une diminution de 3% en une année. Parlons du deuxième exemple qui est beaucoup plus de l'Afrique de l'Ouest, Renaka au Bénin. Alors, Renaka, c'est un réseau national des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogérés. Donc, c'est une union des systèmes financiers décentralisés constitués en 33 agences et il intervient essentiellement en zone rurale et cible prioritairement la couche féminine pour ses appuis. Étant donc un membre du réseau PAMIGA et sous financement de l'AFD, Renaka a développé ou avait un projet pour développer la solution digitale de la télécollecte mobile pour les tontines. Et donc, après la phase pilote de la solution digitale de collecte de tontines, on a remarqué une croissance du nombre des clients de 34%. Le niveau des dépôts s'est accru de 54%. Il y a une réduction des charges financières de 20%. Et enfin, une croissance des commissions générées par les tontines de 90%. Avec cette compréhension des bénéfices de la transformation digitale, parlons maintenant des enjeux et défis de la transformation digitale. La transformation digitale ne vient pas seulement avec de bonnes choses. Il y a encore beaucoup de défis en ce qui concerne la transformation digitale. Le premier défi, c'est l'autorisation et la réglementation dans la fourniture des services financiers digitaux. Il y a encore beaucoup de questions en ce qui concerne la gestion des autres types de fournisseurs. À part les fournisseurs classiques qu'on connaît, les banques et les IMF et coopératives, on se pose encore la question, comment gérer par exemple les fintechs? La réglementation elle-même doit-elle être faite sur une base fonctionnelle ou par type de fournisseur? Le deuxième défi, c'est la rentabilité. Les modèles commerciaux sont-ils rentables pour la transformation digitale? Alors, vu que les délais de retour sur investissement dans un projet de transformation digitale sont longs, beaucoup d'institutions hésitent encore à investir dans la transformation digitale. Et est-ce que tous les coûts des transactions sont-ils bien connus? Les propositions de valeur, est-ce qu'elles sont connues de tous les acteurs qui interviennent dans un processus de transformation digitale? Le business case, est-ce qu'il est bien défini? Le troisième défi, la protection des clients. Comment protéger les clients sans alourdir l'écosystème? Comment balancer entre le nombre croissant de fournisseurs et de partenaires, des acteurs, avec l'avènement de la transformation digitale, avec les besoins de la confidentialité des données des clients? Le quatrième, c'est la littératie financière. Comment la transformation digitale peut booster la littératie financière? Comment l'écosystème de la finance devrait contribuer à améliorer cette littératie financière? Et la responsabilité est-elle gouvernementale ou c'est une responsabilité des institutions financières pour booster le niveau de la littératie financière? En cinquième lieu, la transformation digitale vient avec de nouveaux risques qu'il faut gérer, qu'il faut d'abord connaître, les mesurer, savoir bien mesurer l'impact et savoir comment les gérer. Et c'est pourquoi actuellement, on commence à entendre beaucoup parler, à gauche, à droite, de la cybercriminalité, des attaques avec l'avènement de la transformation digitale. Et enfin,
l'évolution des technologies dans l'écosystème. C'est comme ça que beaucoup, actuellement, ne voient pas comme concurrents les personnes ou les institutions qui offrent les mêmes services que eux, mais voient comme concurrents directs la technologie. Pourquoi? Parce que la technologie évolue très rapidement. Et comment les institutions vont-elles se préparer à cette évolution rapide? Sinon, elles vont se voir toujours derrière l'évolution de la technologie. Voilà les principaux défis de la transformation digitale. Mais au-delà de ces défis, il y a de bonnes pratiques. Et c'est comme ça que, par exemple, pour la réglementation, beaucoup de banques centrales, d'organisations régionales ont développé des règlements ou des régulations, des réglementations spécifiques pour la gestion de services financiers digitaux. C'est ainsi que, aussi, dans certaines entités, il y a de processus pour comprendre les services de FinTech, qu'on appelle des sandbox. Ainsi, à la fin de ce processus, on va avoir la compréhension de toutes les activités derrière les FinTech et ainsi développer une réglementation spécifique pour les FinTech. Pour la protection des clients, il y a beaucoup d'institutions qui sont à l'œuvre pour l'amélioration de la protection des clients en ce qui concerne les données des clients. Et c'est pourquoi, par exemple, il y a les Smart Campaigns, la GSMA, qui est l'association qui regroupe près de 200 000 opérateurs de téléphonie mobile. Tout ça pour développer des principes de protection des données des clients. En ce qui concerne la littératie financière, actuellement, il y a beaucoup de pays qui ont déjà encouragé ou qui ont déjà implémenté l'éducation financière au niveau déjà des primaires, de l'école primaire et au niveau des lycées, des collèges, déjà pour que dès le bas âge déjà, les gens comprennent c'est quoi les finances, c'est quoi les services financiers. Et voilà, nous sommes à la fin de ma présentation. Merci pour votre attention et je passe la parole à mon collègue Kate. Merci à tous. Vous avez aimé cette session et vous aimeriez apprendre davantage sur la transformation digitale parce que oui, nous savons, cette session ne pourra pas vous donner toutes les infos dont vous aurez besoin sur la transformation digitale. Alors, si vous avez aimé cette session et que vous aimeriez apprendre davantage sur la transformation digitale, nous vous invitons à participer à notre prochaine formation en ligne qui se tiendra du 4 mai au 12 juin 2020. C'est une formation accréditée par l'Université du Québec en Outaouais. Si vous ne pouvez pas participer à la session du 4 mai, vous avez la possibilité de vous inscrire dès maintenant aux autres sessions, celles de juillet, de septembre ou de novembre. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante kate.okwe@microsafe.net ou encore visiter notre site qui s'affiche à l'écran. Nous allons maintenant passer aux questions. Merci Kate, merci Rocky pour la présentation. Ici Bokar Anne, analyste chez Microsafe Consulting. Rocky, nous avons la première question de Jacqueline Fontenot qui demande la TG. Je pense que la question a un peu... Voilà. En fait, il y a Monsieur Kouaou qui demande est-ce que tu peux revenir sur les défis et notamment sur la réglementation. Okay.
Merci beaucoup pour la question. Et donc, actuellement, en ce qui concerne la réglementation des services financiers digitaux, on sait bien que il y avait des réglementations qui étaient bien spécifiques. Donc, il y a beaucoup d'initiatives actuellement qui sont entreprises en termes de réglementation. Mais je voulais savoir, pour notre participant, quelle est la question précise. Donc, la personne veut que je revienne plus précisément sur quoi. D'accord. Donc, en attendant que notre participant nous donne un peu plus de détails, il y a une question qui revient un peu, c'est sur la littératie financière et sur l'éducation financière. Quelle est la différence entre littératie financière et éducation financière? Très bonne question. Et donc, l'éducation financière en général, c'est juste la connaissance de services financiers. Donc, on sait déjà qu'il existe l'épargne, il existe les crédits. On partage cette information avec la population, avec les gens qui sont en train d'être éduqués financièrement. Mais la littératie financière va au-delà de l'éducation financière parce qu'il propose même des choix qui sont optimaux en termes d'investissement, en termes de crédit, en termes de toutes les opérations qu'on peut effectuer avec les banques. Donc, c'est là où se situe un peu la différence entre l'éducation financière et la littératie financière. Très bien, ok. On va prendre encore une autre question. Rosanne qui demande est-ce que ce serait possible de revenir sur les bénéfices de la transformation digitale? En fait, comme je l'ai dit, en fait, on a catégorisé les bénéfices de la transformation digitale du côté du client, du côté de l'institution et de manière globale avec tous les acteurs en fait, de l'écosystème ou tout le monde. Et du côté du client, pour être beaucoup plus bref, on a parlé de la gamme de produits qui est élargie, on a parlé de produits et services beaucoup plus améliorés, le coût des transactions qui sont réduits. Et du côté de l'institution, on a parlé de l'économie des coûts parce qu'avec la transformation digitale, nous avons vu avec des exemples chiffrés qu'il y a la réduction des coûts des transactions, il y a la réduction des coûts de gestion de compte des clients, il y a la diminution de coûts pour servir les clients. Et du côté globalement parlant, nous avons vu que ça booste l'inclusion financière, ça booste aussi les niveaux de crédit, les niveaux de l'épargne, mais aussi ça permet de diminuer la fuite des recettes gouvernementales. Voilà les bénéfices de la transformation digitale. Très bien, on va prendre encore 2 autres ou 3 autres questions. Nous avons une question qui vient de la RDC. Que faut-il avoir pour digitaliser son institution? En fait, quels sont les prérequis à la digitalisation? Voilà, ça c'est une très bonne question. Souvent dans notre métier d'assistance technique, on se heurte souvent à cette problématique-là. Donc, d'abord, il faut l'engagement de l'institution. L'engagement de l'institution depuis le top management jusqu'à la base de la pyramide dans l'institution. Parce qu'on a remarqué dans beaucoup d'institutions, même il y avait des résistances à l'interne.
à ce qui concerne la transformation digitale. Parce qu'il y a même des gens qui occupent des postes et se sentent menacés par la transformation digitale. Et donc, moi, je pense que le premier niveau comme prérequis serait d'abord cet engagement. Donc, tout le monde est engagé dans la transformation digitale. Et il faut avoir suffisamment de fonds parce que la transformation digitale demande vraiment assez de fonds. Parce qu'on va revisiter tous les systèmes informatiques, le projet lui-même prend beaucoup de mois. Et donc, moi, je trouve que ce sont les deux prérequis vraiment pour qu'il y ait une transformation digitale. Très bien. Nous allons revenir sur la question relative à la réglementation. La question est plutôt orientée, quelles sont les difficultés par rapport aux institutions, en fait, du côté de vue institutionnel, par rapport à la réglementation, les défis liés à la réglementation du côté institutionnel, c'est-à-dire du côté des institutions financières. S'il te plaît, Bokar, est-ce que tu peux répondre à la question? La question, c'est quels sont les défis liés à la réglementation, mais du côté institutionnel, c'est-à-dire quels sont les défis auxquels font face les institutions financières, les défis réglementaires. Oui, Bokar, Mamadou, je ne sais pas si tu m'entends, je suis senior manager chez Microsafe Consulting. La réponse à cette question, ça dépend de l'initiative de transformation digitale qui est engagée. Si on prend par exemple, une institution peut vouloir offrir un certain type de service, par exemple de l'émission de monnaie électronique, ou un déploiement de réseau d'agents, ou même une institution peut vouloir faire du digital, et il se peut que la réglementation en vigueur dans son contexte ne lui permette pas de le faire ou exige un certain nombre de critères que l'institution ne satisfait pas. Donc en réalité, les contraintes au niveau réglementaire, c'est ou alors il se peut qu'il y ait des contraintes en termes de sécurité informatique. Donc généralement, les régulateurs mettent en place un certain nombre de contraintes, un certain nombre de restrictions par rapport à certaines activités digitales ou à certaines transformations. Et donc, il est important pour les institutions de bien en prendre connaissance avant de s'engager dans certaines transformations. Donc souvent, parfois nous sommes confrontés à des cas où des institutions s'engagent dans un projet et à la fin, au moment où l'institution veut mettre un pilote, c'est le régulateur qui bloque, le superviseur, donc la banque centrale dans la plupart des cas, ou l'organisme de contrôle bancaire qui bloque parce que certains prérequis ou certaines demandes ne sont pas satisfaites. Donc il est important, il est conseillé, avant de s'engager dans un projet, dans un processus de transformation digitale, de bien prendre langue avec le régulateur pour s'assurer que d'avoir une bonne connaissance des réglementations en vigueur. Très bien, merci Mamadou. Très bonne, des réponses très pertinentes. Je pense que nous allons encore prendre deux dernières questions, mais comme nous l'avons déjà dit, vous allez recevoir la vidéo de la présentation après la fin de ce webinaire et nous répondrons aussi à l'ensemble des questions ici qu'on n'a pas eu la chance de répondre. Je vais prendre une dernière question que je vais adresser à Mamadou. J'ai une question. Au terme de ce webinaire, pouvons-nous affirmer que la digitalisation est plus à l'avantage des institutions financières? Si oui, quel est le lien? Quel lien pouvons-nous établir avec la mission sociale des institutions de microfinance? Et comment intégrer cet aspect social dans la digitalisation des processus?
Merci, Bokar. Ça, c'est une question très délicate. On ne peut pas affirmer que la digitalisation est au bénéfice exclusif des institutions financières. Nous l'avons montré, Rocky l'a montré tout à l'heure, là où on montrait les avantages pour les clients. Je crois que nous tous qui avons des comptes bancaires auprès de banques, de grandes banques modernes, en tout cas, moi, à titre personnel, je suis très content de pouvoir aller dans un distributeur automatique de billets, retirer de l'argent sans devoir aller faire la file dans une agence. Je suis très content de pouvoir consulter le solde ou faire des transactions de chez moi. Je suis très content de pouvoir payer mes factures de chez moi et de ne pas devoir me déplacer. Donc, en réalité, et tout ceci, je pense que beaucoup de personnes sont très satisfaites des résultats de la transformation digitale. Donc, en réalité, c'est indéniable qu'il y a des gains pour les institutions financières, mais ce qu'il faut comprendre, et nous abordons ce sujet-là en réalité de long en large dans la formation en ligne, mais là c'est un webinaire donc c'est un peu court. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dépendant du contexte, la transformation digitale devient quelque part comme une base de travail pour tout le monde. Donc aujourd'hui, dans certains de nos pays, le niveau de digitalisation, s'il n'est pas élevé, les institutions qui se digitalisent paraissent comme étant innovantes, mais en réalité, dans quelques années, les services que ces institutions-là offrent aujourd'hui vont devenir la norme. Et donc, toute institution qui veut être pertinente, veut pouvoir encore avoir des clients, est obligée d'offrir ces différents niveaux de digitalisation de base. Donc, c'est l'expérience client et l'expérience utilisateur en réalité qui prime. Donc, ce n'est pas seulement au bénéfice des institutions, c'est au bénéfice des clients également. Alors, la deuxième partie de la question est très pertinente pour les institutions de microfinance avec le caractère social. Il faut effectivement trouver des moyens, au-delà de la digitalisation, il faut toujours trouver un moyen pour garder le contact avec les clients. Digitalisation ne signifie pas rompre le contact. Digitalisation ne signifie pas ne plus discuter avec les clients, ne plus interagir avec les clients ou ne plus fournir l'assistance éducative aux clients. Donc, on peut fort bien s'orienter dans la digitalisation, mais tout en adaptant, je dirais, la manière de procéder et la manière d'assurer la mission sociale des institutions financières, notamment les institutions de microfinance. Merci. Merci beaucoup, Mamadou. Je pense que voilà, les réponses ont été à la hauteur. On va prendre une dernière question, Mamadou aussi, si le temps nous le permet, qui concerne un peu les risques. La question, c'est quel est le risque pour une institution financière de travailler avec un opérateur de téléphonie mobile pour l'offre de services de mobile money? C'est une très bonne question, mais je pense que la réponse là, allez, pour faire simple, parce que nous n'avons pas le temps, c'est un risque, en fait, il y a plusieurs types de risques dedans. C'est d'abord un risque stratégique, je dirais. Tout dépend de la stratégie de l'institution. Il y a également un risque stratégique. Je connais le sous-tendu de la question, parce que dans nos formations en gestion des risques en finance digitale, nous abordons de long en large ce type de débat. Donc, je connais le sous-tendu de la question, mais ce que je peux dire, c'est que c'est au cas par cas et ça dépend du contexte local. Donc, c'est difficile de donner une réponse claire et satisfaisante là comme ça. Mais pour ceux qui sont intéressés par cette thématique, je les invite à s'inscrire dans notre formation en gestion des risques ou carrément de regarder également de suivre la formation en transformation digitale où nous abordons ces sujets-là de long en large. C'est un sujet compliqué, donc donner une réponse courte est risqué et ne satisferait pas
je crois, l'audience. Donc, je préfère ne pas donner une réponse là, puisque c'est un sujet qui nécessite un peu de temps quand même. Merci. On va prendre une dernière question pour Rocky. Rocky, il y a une question. Quelles sont les opportunités pour les femmes rurales qui vivent dans le milieu rural? Quelle est l'opportunité de la digitalisation pour ces femmes-là et quel est le lien avec l'analphabétisme? Très bonne question. En fait, la digitalisation ou le processus de transformation digitale, d'abord, il ne se base pas sur le genre. Tout le monde doit être inclus financièrement. Et nous avons remarqué que le taux d'alphabet est beaucoup plus faible pour les femmes, mais avec des programmes actuels d'éducation financière, moi, je pense que cela sera une très bonne opportunité pour ces femmes-là d'être aussi intégrées financièrement. Parce qu'on commence à sensibiliser les gens, même dans les milieux ruraux, on commence déjà à sensibiliser la population sur l'utilisation des services financiers en général. Et donc, moi, je pense que comme toute autre personne, comme aussi les jeunes, une sensibilisation est tout ce qui est beaucoup plus important pour leur intégration et ils auront ainsi accès aux services financiers. Très bien, merci Rocky. Je repasse la parole à Kate. Merci Bokar. J'espère que vous avez été satisfait ou que nous avons pu répondre à toutes vos attentes. Dans tous les cas, comme Bokar l'a signifié, nous vous enverrons la vidéo de ce webinaire pour ceux qui nous ont pris en cours et nous répondrons également à toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse maintenant. J'espère que vous voyez tous le sondage qui s'affiche dans un souci de pouvoir nous améliorer pour les prochaines sessions. Nous aimerions que vous répondiez à ce sondage-là. Alors, après le webinaire sur la transformation digitale, cap sur un autre webinaire. Ce webinaire-là se tiendra le 22 avril et il portera sur la digitalisation des processus de crédit. Est-ce que nous avons le visuel? Merci. Je disais donc que notre prochain webinaire portera sur la digitalisation des processus de crédit. Il aura lieu du 22 avril et il sera avec notre consultant, Bokar Anne. Et alors, pour ce webinaire, nous aurons un invité, Monsieur André Koch de Stakhanov. Stakhanov qui construit des modèles de simulation financière et offre des services de conseil. Nous vous invitons vivement à le suivre. Merci à tous d'avoir participé. Nous avons été vraiment heureux de l'intérêt que vous portiez à notre webinaire. Nous terminerons par vous demander de respecter les règles d'hygiène afin de pouvoir lutter contre le COVID-19. Merci beaucoup.